Salut à tous, c'est Quincy et j'ai le plaisir de vous retrouver sur American Truck Simulator pour la suite de notre... pour la suite, pour le deuxième épisode de ce petit podcast que je vous propose toutes les 2 semaines, tous les 2 dimanches du coup, dans lequel on aborde un peu les news ainsi que un petit sujet qui me tient à cœur et que j'ai envie de vous partager. Aujourd'hui, donc on va partir un peu sur quelques news récentes sur 2-3 jeux qui ont fait parler un peu d'eux, soit par des updates, soit par des annonces. Et ensuite, on parlera un petit peu de tout ce qui est blockchain, Bitcoin, blockchain, crypto et NFT, parce que ça commence à toucher un peu le monde du jeu vidéo. Et de ce que je vois, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est, ont quelques petits problèmes à comprendre parce que c'est pas forcément très simple. Et il y a moyen de se faire bien plumer aussi et de se faire avoir assez violemment sur ce qu'on nous promet et ce qu'en vrai on va avoir. On est sur une livraison, juste pour parler un peu de ce que je fais en jeu, là on est sur une livraison qui est partie de Seattle et qui va jusqu'à Barstow, au sud de la Californie, qui fait un peu plus de 1000 miles. La raison pour laquelle j'ai déjà commencé la mission est que c'est parce que j'ai commencé à enregistrer le podcast, mais j'avais pas vu que j'avais coupé le son du micro. Donc c'était pas top. Ça fait 15 minutes que je tourne et que je blablate dans le vent et qu'il se passe rien. Donc du coup, c'est pas ouf. Mais voilà, on va partir. Alors, petite précision aussi. Normalement, j'enregistre les épisodes. Enfin, cet épisode, j'avais prévu de l'enregistrer le matin. Mais là, j'ai vraiment la flemme de me lever à 4h. Surtout que là, on est vendredi, donc ça me ferait lever à 4h le samedi matin pour comment tourner tout ça. J'avais pas trop envie, donc il est un peu tard, il est 11h passé, je me suis levé à 4h ce matin, donc si je dis des bêtises ou si je m'embrouille, c'est normal, c'est la fatigue, mais je vais quand même essayer d'être clair et éloquent et de vous fournir un podcast un peu plus court que la dernière fois, hein, on va pas se le cacher, mais je l'espère de qualité. Alors, on commence cette petite rubrique news par une sorte de... C'est pas un mea culpa, c'est juste pour revenir un peu sur ce que je disais il y a 2 semaines à l'épisode précédent, où je vous parlais du jeu de Bethesda plutôt, dans l'espace, et je n'arrivais pas à trouver le nom. Il s'agit en fait de Starfield, hein. Je l'avais mis dans le chapitrage, mais voilà, je m'en souvenais pas du tout. Donc il s'agit bien de Starfield, ce jeu qui nous donne a priori envie d'aller voyager dans les étoiles, enfin qui nous donne envie, qui nous promet, qui nous vend des étoiles, mais on verra bien ce que ça donne. Et alors, chose très drôle que j'avais pas forcément mentionné non plus, c'est que ces idiots-là, chez Bethesda, ils ont pas encore compris que non seulement ils nous avaient déjà annoncé le jeu il y a belle lurette et qu'on l'attend depuis des siècles et qu'ils se sont dit ah mais voyez on le reveal maintenant, enfin on vous le montre maintenant, c'est nouveau, ça sort dans quelques mois, ça va être génial. Ça fait 4 ans qu'on l'attend ton jeu, hein. Ça fait 4 ans que tu l'as annoncé, donc l'effet de surprise il est pas forcément là. C'est la première fois qu'on voit du gameplay, mais quand même. Et alors, comme ils apprennent forcément beaucoup de leurs erreurs, et c'est ce qui fait peur quand on voit qu'ils développent des jeux, c'est que Todd Howard, ouais, le patron de Bethesda, le patron du studio, il a quand même réussi à annoncer que vous inquiétez pas, il y aura bien un nouveau Fallout, hein, ils travailleront dessus, il sortira donc le Fallout 5, mais après Elder Scrolls 6, le jeu qu'ils ont déjà annoncé il y a aussi 4 ans, mais qu'ils ont à peine commencé à travailler dessus. Donc là, ça veut dire que Fallout 5, il sortira
probablement en 2030. Donc c'est-à-dire qu'il y a une chance pas moindre. C'est pas impossible qu'il y ait déjà des gens sur Mars pour la sortie de Fallout 5. D'ailleurs, il sera peut-être exclusif à la population de Mars. On ne sait pas. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'a priori, ils ont toujours pas compris que fallait peut-être pas annoncer les jeux 15 ans à l'avance. Parce qu'après, les gens, ils attendent, ils en ont marre. Et puis, on se fait... Là, les gens, ils sont déjà sur 10 ans à l'avance, alors que eux-mêmes, ils ont même pas commencé à réfléchir à ce que le jeu, il allait ressembler. Il y a déjà des gens qui sont en train de se faire des films en se disant « Ah, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'il fasse ça. » Donc forcément, dans 10 ans, ils vont être déçus. Il y a déjà 20% des gens qui vont acheter le jeu qui seront déçus, parce qu'ils sont déjà en train de s'imaginer ce que le jeu pourrait être et ne sera jamais. Donc voilà. Très bon move de la part de Bethesda, mais voilà, je tenais à le tenir. Je tenais à le tenir. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à enregistrer les épisodes en état de fatigue très avancé. Donc je tenais à vous le dire. C'est exactement ça qu'il fallait dire. Du coup, donc ça c'était la première entre guillemets news. Première vraie news par contre, on a une sortie d'une mise à jour il y a quelques jours de cela d'Astronir. Nouvelle grosse mise à jour d'Astronir avec pas mal de contenu. Alors j'ai pas fait le tour exactement, ça fait quelques mises à jour que j'ai pas joué. Donc je sais qu'ils ont rajouté énormément de contenu, il y a même de l'automation. Donc l'automation, automatisation à l'intérieur. Donc ça devient un jeu assez différent de celui auquel j'ai joué il y a déjà quelques temps. Mais pour le coup, cette dernière mise à jour rajoute en plus une espèce de monorail. Donc un système de transport, j'imagine, à l'échelle planétaire. Qui va vous permettre de vous déplacer plus rapidement, ou peut-être de déplacer des ressources plus rapidement et tout. Donc ça serait peut-être l'occasion de retenter une petite partie, soit avec le frangin, soit avec quelqu'un d'autre, ou soit en solo. Même si en solo, je pense que ça m'emmerderait assez rapidement. Mais voilà. Donc, grosse mise à jour de Astronir pour ceux que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aimaient ça. Donc, écoutez, allez-y, jetez. C'est peut-être l'occasion de relancer le jeu. Qui sait? Pourquoi pas? Voilà. Donc ça, c'était pour la mise à jour. Autre annonce. Company of Heroes 3, donc jeu de stratégie sur la Seconde Guerre mondiale, jeu de stratégie temps réel, mais pas dans le sens où vous récoltez des ressources pour construire des bâtiments, pour construire une armée. Non, là il faut quand même construire quelques bâtiments pour obtenir des unités, mais c'est un jeu de stratégie à échelle un peu plus réduite, à l'échelle d'un bataillon plutôt. Mais Company of Heroes 1 et Company of Heroes 2 étaient vraiment très bien, et là ils ont annoncé la sortie du 3 assez imminente. Je ne sais plus si c'est août ou septembre, mais c'est vraiment d'ici quelques semaines. Donc encore un autre jeu sur lequel j'aimerais bien sans doute passer un petit peu de temps. Ça pourrait être pas mal. Je pense que ça pourrait non seulement me plaire, mais vous plaire aussi. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Si j'arrive à avoir une clé, ce serait mieux. Sinon, j'essaierai je verrai si je l'achète ou quoi. Et je vous proposerai sûrement un petit peu de contenu dessus. Je vous invite à aller voir la bande-annonce. Je vous invite aussi à jouer au 1 et au 2. Surtout le 2. Le 1 peut-être pas. C'est peut-être un peu vieux, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais le 2 est vraiment très bien. Donc, si vous aimez un petit peu les jeux de stratégie, c'est quand même une très bonne pioche. Plutôt réaliste et plutôt bien fait, plutôt très cool dans le style. Donc c'était vraiment pas mal. Grosse nouvelle, là il s'agit de il s'agit de l'annonce et de la présentation de Skull and Bones. Alors, Skull and Bones, c'est quoi? Skull and Bones, c'est un jeu de pirates d'Ubisoft.
Donc un jeu de pirates de bateau d'Ubisoft qui a été annoncé il y a déjà quelques siècles par Ubisoft. En gros, pour vous refaire l'histoire, c'est un jeu qui était, on va dire, conçu ou envisagé suite à Assassin's Creed 3 et surtout Assassin's Creed 4 Black Flag. En gros, Assassin's Creed 3, je vais appeler AC3, ce sera plus simple, parce que sinon je vais pas réussir à le dire. Donc AC3 qui avait introduit le système de transport en bateau et de bataille navale, mais vraiment à quelques moments du jeu. Et AC4, donc Black Flag, qui s'est pour le coup vraiment construit autour de la bataille navale, hein, puisque là du coup on était dans les Caraïbes, on allait d'île en île, et un gros morceau du jeu, c'était quand même de se balader en bateau, d'améliorer son bateau et de faire des batailles navales. Et c'est vrai qu'à l'époque, les jeux étaient bien reçus. Les jeux étaient très bien reçus, ils ont été très bien reçus par la critique et par les joueurs. Et donc Ubisoft s'est dit, il y a moyen de capitaliser un petit peu sur ce gameplay et de sortir un jeu vraiment orienté sur les bateaux. Donc en gros, vous prenez AC4 Black Flag et vous enlevez toute la partie Assassin's Creed et vous gardez que la partie bateau. Et Skull and Bones, c'était un peu à ça que ça aspirait au début. Mais ça, c'était il y a déjà quelques années. Depuis, il est quand même sorti quelques jeux Assassin's Creed. Hein, Unity, il y a eu donc celui d'Unity à Paris, il y a eu celui à Londres, il y a eu celui de l'Égypte, il y a eu celui, il y a eu celui de la Grèce et il y a eu celui des Vikings. Donc ça fait 5 jeux Assassin's Creed qui sont sortis pendant que le jeu qui était basé sur un gameplay du Assassin's Creed 4 est en train d'être développé. Bon, là déjà, on n'y croyait plus. C'était un peu une des arlésiennes du jeu vidéo, comme Beyond Good and Evil 2 et peut-être quelques autres titres un peu plus obscurs. Si, Wild, de Michel Ancel aussi. Ça, si vous vous rappelez pas ce que c'est, c'était un jeu qui nous vendait du rêve, il y a de ça peut-être 10 ans. Un jeu français, Cocorico, tout ça, qui se voulait à une échelle énorme et qui vendait du rêve, mais qui a priori est un vaporware hic du si on travaille dessus. Alors que non. Enfin bref. Skull and Bones, donc, ce jeu de pirate, était censé être développé par le studio d'Ubisoft Singapour, donc qui est un studio qui existe depuis quand même assez longtemps, mais qui est un studio principalement de support ou de soutien. C'est-à-dire que pendant que Montréal chapeaute dirige la gestion, gère ou la conception, le développement de, on va dire, Assassin's Creed, ils font appel à d'autres studios. Il me semble qu'il y a un studio Ubisoft à Paris, à Lyon. Enfin, il y a plusieurs studios à Ubisoft tout autour du monde, enfin partout dans le monde. Et ils font appel à ces studios-là pour les aider à faire des modèles, des animations, des textures, enfin ou du codage, des petits bouts de jeu. Donc en gros, un jeu, mais ça c'est pas que Ubisoft, hein, c'est tous les gros tous les gros studios de jeux vidéo, ils font appel à des studios tiers. Alors des fois c'est sous la même égide, donc la même boîte, mais des fois c'est des studios complètement random. Genre je sais que à 5 minutes de chez moi, là, il y a des bureaux où je sais qu'il y a un studio local, petit studio local qui taffe sur pas mal de jeux, qui a taffé sur des jeux Sony, qui a taffé sur des jeux Microsoft. Donc eux, c'est pareil, voilà, ils font des modèles, ils font des animations, ils font des textures, ils font des décors. Des fois, hein, vous voyez
les chaises que vous voyez dans les jeux. Vous rentrez dans une des maisons, par exemple sur Assassin's Creed, vous voyez des chaises, des tables et tout ça. C'est pas forcément à Ubisoft qu'ils ont été faits. Ils ont peut-être fait appel à un studio quelque part dans le monde pour... ils ont pris commande de tout un catalogue Ikea au studio, que le studio a fait, qu'il leur a envoyé, puis eux ils les placent et voilà. Donc ça, c'est une façon de travailler un petit peu moins, de façon un petit peu plus efficace. Donc on garde les gros studios pour développer les trucs principaux et tous les petits trucs, on envoie ça aux quatre coins du monde pour que ce soit fait pas cher et assez vite. Et parce que de toute façon, c'est des modèles que personne ne voit, personne ne regarde, et tout le monde s'en fout. Enfin, vous voyez un peu le concept. Et donc Singapour, c'était un peu ça. Alors c'était un peu plus que vraiment que des assets. Ils travaillaient un peu sur des pans de jeux vidéo, et a priori, c'est eux qui avaient principalement travaillé sur l'aspect bateau du 3, et qui avaient quand même bien chapeauté l'aspect bateau du 4. Donc, a priori, ça leur revenait, pas de droit, mais de mérite, de développer Skull and Bones. Donc, Ubisoft a décidé de leur envoyer le projet pour voir s'ils arrivaient à s'en sortir. Quelques années plus tard, et toujours rien, toujours pas d'avance, et a priori, le projet rame, mais violemment. Et il y a même a priori des rumeurs qui disent que à tel point, ça rame à tel point que Ubisoft voulait juste arrêter le projet, quoi. On arrête le tir, on arrête les frais, on met tout ça dans un carton et basta, on passe à autre chose. Sauf que le problème, c'est que ils avaient aussi une sorte de... Alors, tout ça, c'est des trucs que j'ai lus par des journalistes. Jason Schreier, qui est un des grands pontes du journalisme du jeu vidéo aux États-Unis, qui est très très bien connecté, donc a priori ce qu'il dit en général c'est plutôt véridique. Et donc lui a priori il aurait reçu des sources comme quoi donc Ubisoft voulait tout simplement annuler le projet, mais qu'ils s'étaient rencontrés, enfin qu'ils ont dû faire face à un petit problème au niveau du fait que le studio de Singapour recevait des subventions du gouvernement de Singapour pour fonctionner, voilà. Que ce soit un peu plus attrayant pour Ubisoft d'ouvrir un studio à Singapour, qui est une ville très chère. Donc, c'est pas forcément l'endroit le plus simple, ou enfin, c'est pas forcément l'endroit le plus attrayant pour avoir un studio pas cher. C'est comme essayer d'ouvrir un truc à Hong Kong, c'est joli, mais ça coûte un peu cher quand même. Donc voilà, c'était pas forcément le move de la raison, mais comme il y avait des subventions a priori du gouvernement, ils se sont dit bon, on va faire ça. Le problème, c'est que ces subventions ont eu l'air d'être négociées via le fait que le studio devait quand même sortir un jeu. Devait travailler sur un jeu où ça a été négocié autour du fait que voilà, ils avaient prévu que le studio de Singapour allait faire le jeu Skull and Bones. Donc retirer le projet et l'annuler complètement, ça aurait en fait a priori rendu caduque toutes ces évidemment je me prends un accident parce que l'autre il avance à 2 à l'heure avec son pick-up là. Donc ça aurait rendu caduque l'accord de subvention, et donc bon, l'argent étant la raison de toute chose, Ubisoft a décidé de ne pas annuler le projet. Alors ce qui s'est passé a priori, c'est qu'ils ont quand même mis tout ça sous la direction de Montréal sur vraiment les deux dernières années a priori, pour faire en sorte que bon, ça avance un petit peu quand même, et qu'il fallait arrêter de se tourner les pouces, et qu'au bout d'un moment, fallait peut-être sortir le jeu. Chose qui va être faite, puisque le jeu va sortir début novembre. Alors il me semble que c'est le 9 ou le 10. Et c'est surtout 1 ou 2 jours avant la sortie de God of War, enfin du deuxième jeu God of War par Sony. Donc un move très très intelligent de la part de Ubisoft, qui vient de flinguer tout le potentiel du jeu sur PlayStation.
C'est très drôle parce que sortons un jeu qui a l'air pas trop mal, mais bon, c'est pas non plus le jeu le plus attendu du monde. Sortons-le 2 jours avant le méga blockbuster de Sony. Comme ça, c'est sûr, on va faire pas mal de thunes, on aura pas mal de ventes. Donc bon, un move marketing questionnable pour le coup. Mais c'est pas grave. Donc, début novembre, le jeu va sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Parce que bon, je vous en parle depuis quand même quelques minutes déjà. Qu'est-ce que c'est que Skull and Bones? Eh bien, c'est un jeu, comme je l'ai dit, de pirates. Mais un jeu service. Alors, par service, j'entends que c'est un jeu qui va être en ligne, mais pas que multijoueur. C'est-à-dire qu'a priori, on peut faire le jeu entièrement en solo, mais c'est quand même en ligne. Vous allez vous transporter de hub en hub, va y avoir d'autres joueurs, va y avoir des interactions avec les joueurs. Enfin, si vous voyez un peu à quoi ressemble The Division, de Ubisoft aussi, c'est un peu la même chose, mais avec des pirates. C'est-à-dire qu'il y a un univers, vous allez vous balader dans cet univers avec votre bateau, vous allez faire des missions, vous pouvez jouer à plusieurs, il va sûrement y avoir une zone de la map où ça va être du joueur contre joueur, donc du PVP, mais il y aura du loot, donc il y aura une incentive à essayer d'aller dans cette zone de multijoueur. Mais sinon, vous pouvez jouer avec vos potes, vous pouvez faire des missions en tout genre, vous allez pouvoir transformer votre bateau soit en un méga tank ultra tanky, ultra résistant, avec un armement violent, soit en transporteur basique, soit en espèce de frégate assez rapide et assez violente pour démonter un peu tout ce qui se bouge. Donc voilà. A priori, pas mal de possibilités. Le jeu se passe dans l'océan Indien, c'est ce qu'on nous dit, de l'Afrique de l'Est jusque l'Asie du Sud, donc l'Indonésie et compagnie. Avec, va y avoir des ports, va y avoir des outposts, donc des postes avancés, des ports, il y aura des forts à aller assiéger, enfin, pas mal de choses au final. Mais ça ressemble vraiment à un gros fourbi de mécanique typique, sans vraiment avoir d'âme. Le problème, c'est que sorti il y a 5 ans, ce jeu-là, il aurait été génial. C'est peut-être un jeu que tout le monde aurait... enfin, que beaucoup attendaient. Sorti il y a 5 ans, ce jeu-là aurait été vraiment, je pense, très bien. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a un petit jeu qui est sorti qui s'appelle Sea of Thieves. Donc Sea of Thieves, le petit jeu de pirates de Microsoft, qui fait à peu près la même chose. Bon, il y a quelques différences, mais ça a l'air de quand même faire la même chose, et ça fait quelques temps qu'il est sorti déjà, il y a beaucoup de contenu, ça a été bien amélioré par rapport au retour des joueurs. Donc là où Skull and Bones, il était parti en tant que seul représentant de son espèce, là il se retrouve quand même avec un concurrent de taille qu'il va falloir déloger, et le problème c'est que c'est un jeu Ubisoft, quoi. Et alors, il y a quelques années, dire que c'est un jeu Ubisoft, c'était gage de qualité. Gage d'une certaine qualité. Maintenant, dire que c'est un jeu Ubisoft, c'est c'est encore un jeu où va falloir jouer 400 heures pour débloquer le niveau 2. Et où on va faire tout le temps la même chose. Et ça va être de la quête FedEx, ça va être... ouais. Bon, on commence à connaître les jeux Ubisoft, le problème c'est qu'il est là. Et que du coup, Skull and Bones, qui a l'air sympa, auquel je vais jouer. Je vous le dis déjà, je vais le jouer, je vais sûrement en faire un peu sur la chaîne. Mais je m'attends pas à ce que ce soit une révolution. Je m'attends à ce que ce soit le grind permanent pour faire quoi que ce soit. C'est le genre de truc où vous allez faire... les nouvelles missions vont être fun. C'est-à-dire vous allez faire une fois toutes les missions, vous allez faire c'est fun, c'est fun, c'est fun. Et puis au bout d'un moment, vous
vous n'allez pas faire 200 heures de mission unique, hein. Vous allez faire 5 heures de mission unique, et puis les 195 autres heures pour aller jusqu'au niveau 2, ça va être les mêmes missions en boucle. Et ça, je pense que ça va être relativement chiant. Donc bon, il y a une part de moi qui a vraiment envie d'aller jouer à ce jeu, et une autre part de moi qui a bien peur que ça va m'ennuyer, quoi. C'est comme, honnêtement, c'est comme Assassin's Creed Valhalla, là. Celui sur les Vikings. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai passé 25 heures dessus. C'était pendant le Covid. Alors, forcément, j'étais en télétravail. Donc, le midi, c'était plus simple de jouer quand même. Le soir, c'était un peu plus simple. J'avais un peu plus de temps pour jouer. Et du coup, pendant pas mal de temps, pendant 2-3 semaines, ouais, voilà, j'ai joué pendant 25-30 heures. Et après, il a fallu retourner au bureau, j'ai posé le jeu, et puis ça fait peut-être 1 an, et je l'ai plus touché du tout depuis. Pas parce que il est pas bien, mais parce que je sais que ça va être exactement la même chose, et que j'ai pas le temps, tout simplement. Donc j'ai l'impression que Skull and Bones, en fait, ça va être un peu la même chose. Ça va être fun les 10-15 premières heures, peut-être 20 heures. Peut-être 50 pour ceux d'entre vous qui grignent assez violemment. Mais au bout de ça, je pense qu'on va vite avoir fait le tour, et que le endgame va être tellement loin à aller chercher que ça va même pas être drôle, quoi. C'est pas comme un jeu... Parce que des jeux de grind, il y en a pas mal, hein, quand même. Si vous regardez un autre jeu qui me vient à la tête, là, c'est Monster Hunter. Ça, c'est le jeu de grind ultime, quand même. C'est que des monstres, vous allez en poncer quelques-uns. Mais, même si c'est vraiment tout le temps faire la même chose en boucle, au final, parce qu'il y a différents aspects, parce que vous allez chercher des trucs, il y a une sorte de comment... La progression est bien faite dans le sens où même si c'est les mêmes quêtes en boucle, il y a assez de choses différentes ou de raisons derrière la mission pour que ça vous donne envie d'y aller. Ça vous donne envie de le faire, et c'est ça qui est plutôt cool. Mais là, c'est pas quelque chose que Ubisoft est réputé pour faire. Hop, donc du coup, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que ce soit lassant très vite, et qu'on se retrouve avec un jeu correct, mais passable. C'est un peu le problème. Donc bon, à voir ce que ça donne. Ça sortira il me semble que c'est le 9 novembre, le 9 ou le 10 novembre. Et on verra ce que ça donne. Voilà. Et bon, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire au niveau des news. Je pense que bon, c'est les 2-3 news qui me paraissaient le plus important pour l'instant. C'est un peu lent là en ce moment. On vient de sortir de la période où il y avait toutes les annonces. Là, ça va être un peu lent pendant les 2-3 mois de l'été, mais on va peut-être pouvoir voir avoir 2-3 informations qui pourraient être sympas. Donc on verra ce que ça donne pour les prochains épisodes. On va maintenant attaquer le thème de cet épisode, enfin le sujet que je voulais aborder, que j'ai choisi, qui aide en fait, donc tout ce qui va être, c'est parti du NFT, parce qu'on voit de plus en plus de jeux qui disent qu'ils veulent utiliser des NFT et tout ça. Et alors, vous parlez des NFT, ça veut dire inspection agricole. Ah oui, c'est vrai, pour rentrer en Californie. Parler des NFT, ça veut surtout dire qu'il faut aussi parler du blockchain, parce que c'est un peu la technologie qui est en place. Et qui dit blockchain dit qu'on va aussi parler forcément un peu de crypto, parce que au final, la crypto, c'est quand même ce qui a introduit
Enfin, oui, ce qui a introduit beaucoup de gens au système de blockchain, c'est la crypto. Et qui est maintenant utilisé aussi pour les NFT, même si c'est totalement différent et c'est totalement inutile. Plus sur ça dans un instant. Donc on va commencer par déjà boire un petit coup, parce que la gorge est sèche, donc 2 secondes. Voilà, donc on va commencer par essayer de comprendre ce que c'est que le blockchain. Parce qu'on en parle beaucoup, mais alors blockchain c'est quoi? C'est de la monnaie, c'est du minage, qu'est-ce qui se passe? On voit du blockchain, on emploie le mot blockchain à tour de bras, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent en fait ce que c'est que le blockchain. Alors je suis pas un expert dessus, hein, je tiens à préciser que blockchain, crypto et machin, je suis pas expert. J'ai lu pas mal dessus parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de comprendre. Ça m'intéresse pas d'utiliser, ça m'intéresse de comprendre. Pourquoi ça m'intéresse de comprendre? Parce que voilà, vu que tout le monde en parle, c'est vrai que moi quand je vois un truc dont tout le monde parle et que je comprends pas, ça m'emmerde. Donc j'essaye de comprendre ce que c'est quand même. Que je puisse me faire un avis et que je puisse comprendre que tout le monde n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Ou de quoi il parle. Et donc le blockchain, c'est quelque chose qui n'est pas en fait récent. C'est pas vraiment récent, ça a été mis un peu sur le devant de la scène par le Bitcoin, mais ça existait avant ça. Et c'est surtout un des aspects du Bitcoin, c'est pas l'aspect principal du... Enfin, c'est pas... on va dire que c'est 50% du Bitcoin. Donc le blockchain, c'est quoi? C'est en fait... Il faut imaginer le blockchain, c'est une sorte de registre électronique sécurisé. Voilà, j'en redis, c'est une sorte de registre électronique sécurisé. Alors, qu'est-ce que j'entends par registre? Par registre électronique. Et moi, vous imaginez tout simplement un tableur Excel avec... donc vous allez avoir plein de colonnes. Chaque colonne va avoir genre un numéro, un numéro d'entrée, vous allez avoir un nom, vous allez avoir une date, vous allez avoir une heure, vous allez avoir un montant, vous allez avoir... Voilà, c'est un registre, donc c'est un ensemble de données. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une opération sur ce registre, donc à chaque fois qu'on va modifier quelque chose, on va rajouter une entrée de ce registre. Un bloc. Et un bloc, c'est quoi? Ça va être tout simplement une ligne de ce tableur Excel. Donc vous imaginez, allez, on change, disons que sur votre tableur Excel, parmi les colonnes, vous avez pas mal de colonnes, donc la date, la machin, A, B, C, D, E, F, quoi que ce soit, puis vous avez le nom, on va dire le nom du propriétaire de quoi que ce soit qui est associé avec le blockchain. Et du coup, quand vous changez de propriétaire, vous allez devoir rajouter un bloc à ce blockchain, c'est-à-dire vous allez devoir rajouter une ligne avec ce qui change, donc en l'occurrence peut-être le nom du propriétaire. Si la valeur change, ça va être aussi sur la même ligne. Donc voilà, chaque fois qu'une opération est faite sur ce registre, on rajoute un bloc. Et donc blockchain, c'est tout simplement une chaîne de blocs. Donc c'est une chaîne de blocs. Et le truc, c'est que tous les blocs sont dépendants les uns des autres. Donc on peut pas retirer un bloc et en effacer un, parce que sinon après ça ne sert plus à rien. Et c'est sécurisé dans le sens où c'est encrypté. Et du coup, c'est quelque chose qui est utilisé dans les systèmes informatiques depuis pas mal de temps. Et c'est beaucoup utilisé dans la finance, c'est beaucoup utilisé dans pas mal de choses où vous avez besoin de garder... En gros, un registre, tout simplement un registre. Donc un registre, c'est un historique, c'est un historique de ce qui se passe au niveau de quelque chose. Donc que ce soit un produit financier, que ce soit même... ça pourrait être juste des stocks dans une entreprise. En fait, vous pourriez utiliser le système de blockchain dans une gestion de stock d'entreprise, ça marcherait très bien. En fait, c'est juste... Le blockchain, c'est un concept. C'est le concept de gérer le registre de façon sécurisée et de façon
on va dire, linéaire, c'est-à-dire que voilà, tout est dépendant les uns des autres, donc c'est pas, on peut pas, vous pouvez pas oublier une étape, c'est-à-dire que tout va être forcément enregistré, documenté, référencé, et c'est quelque chose qui est donc très pratique quand vous avez besoin d'avoir des données sûres et d'avoir des données contrôlées et fiables. Donc c'est le principe du blockchain, c'est juste une chaîne de blocs, donc une chaîne, c'est un registre avec une chaîne d'éléments et c'est un historique en fait de ce qui se passe sur le produit qui est associé à ce blockchain. Donc ce qui m'amène à ce qu'a rendu le blockchain fameux, c'est-à-dire les crypto-currencies, les crypto-monnaies et donc le Bitcoin. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux aspects de la crypto-monnaie très distincts. Le premier aspect, c'est le premier aspect de la crypto-monnaie, c'est donc le blockchain. En quoi ça c'est associé à la crypto-monnaie? Ben, vous imaginez en fait votre pièce. Vous prenez votre pièce ou vous prenez n'importe quel billet que vous avez dans votre porte-monnaie, vous avez un numéro de série. Imaginez que vous utilisiez un blockchain, un système de blockchain par pièce ou par billet. Alors, je ne sais pas si les pièces, il y a un numéro de série. Je ne suis pas sûr qu'il y a des numéros de série sur les pièces. Par contre, sur les billets, il y a des numéros de série. Donc imaginez que vous utilisiez un système de blockchain pour chacun de vos billets. C'est-à-dire que chacun de vos billets va venir avec sa propre puce à l'intérieur, avec son propre blockchain. Et ce blockchain va en fait enregistrer chaque fois que le billet change de main, et ben il va enregistrer cette transaction, et ça veut dire que peu importe quel billet que vous prenez, hypothétiquement, si vous pouvez accéder au blockchain de ce billet, de ce numéro de série en particulier, ben vous pouvez voir l'intégralité des transactions depuis qu'il a été émis, donc depuis qu'il a été imprimé jusqu'à ce que vous l'ayez dans les mains. Vous pourriez voir en fait l'intégralité des mouvements de ce billet qui a été fait tout au cours de la durée d'utilisation de ce billet, et qui sera continué d'être enregistré même dans le futur à chaque fois que vous allez utiliser ce billet, tout simplement. Donc en gros, le blockchain au niveau des crypto-monnaies, c'est surtout ça en fait. C'est la traçabilité de toutes les transactions associées avec l'élément financier. Donc ici, que ce soit un Bitcoin ou un Ethereum ou quoi que ce soit d'autre, ou un Dogecoin, ou je sais pas comment vous les appelez ça. Peu importe la monnaie virtuelle, c'est associé au blockchain pour cette raison exacte qui est d'enregistrer toutes les transactions de façon sécurisée. Donc ça veut dire que c'est ça qui est très drôle en fait, c'est que beaucoup de personnes s'imaginent qu'on puisse faire des achats anonymes avec du Bitcoin par exemple, alors qu'en vrai c'est pas vraiment correct. C'est-à-dire que pour l'instant, la justice ne peut pas accéder au registre des porte-monnaies Bitcoin. Mais imaginez, parce que en fait le truc c'est que la justice n'a pas... Pour l'instant, la justice a du mal à faire appliquer sa juridiction sur les porte-monnaies de crypto, comme il pourrait le faire déjà avec tout ce qui est vos comptes en banque. C'est-à-dire que votre compte en banque, il est à vous, il est entre guillemets secret, mais si le tribunal fait une demande, et ben la police et la justice peut accéder à vos données et vos transactions et compagnie via la banque. Ça, ils peuvent pas encore exactement le faire avec vos portefeuilles électroniques, enfin vos portefeuilles de crypto, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Donc le truc, c'est que c'est encore pire parce que du coup, si on imagine que vous
financer du terrorisme avec de la crypto, ça va être enregistré dans le blockchain. Donc il va y avoir une trace en fait, il va y avoir une vraie trace de vos transactions dans le blockchain, et c'est juste que si jamais ils arrivent, ça va pas être associé à votre nom directement, mais ça va être associé à votre numéro de porte-monnaie de crypto. Et donc si jamais un jour la justice peut accéder aux données de ces porte-monnaies, bah votre nom il est là quoi. Donc c'est pas anonyme du tout. Pour l'instant ça l'est parce que juridiquement c'est impossible de forcer les porte-monnaies, enfin, les détenteurs de porte-monnaie à comment donner ces informations. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Hein. Ils travaillent dessus parce que l'État, c'est ce qu'ils font. Ils travaillent tous dessus, ils sont tous en train de travailler sur un moyen de contrôler tout ça. Parce qu'ils aiment pas quand ça leur échappe. Bon, ça c'est une autre discussion pour un autre jour. Mais en gros, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas du tout anonyme au niveau de la crypto. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Mais alors, on a vu donc que le blockchain, ça permet de tracer, ça permet de garder une trace en fait de vos transactions. Mais qu'est-ce qui donne la valeur au Bitcoin? Qu'est-ce qui donne la valeur aux crypto-monnaies? Parce que pourquoi l'Ethereum il a une valeur assez basse alors que le Bitcoin il a une valeur super élevée? Outre le fait que maintenant les gens achètent et revendent du truc, donc il y a un système de vente et de demande qui du coup crée de la valeur, enfin qui applique une valeur. D'où vient la valeur initiale du truc? Alors que je suis pas du tout au bon endroit. D'où vient la valeur initiale des cryptos? Ben, la valeur initiale des cryptos vient en fait de la façon dont elles sont calculées. Comment ça, accident? Ah oui. La façon dont elles sont calculées. En gros, une monnaie crypto, c'est donc un élément de blockchain pour contrôler les transactions, mais c'est surtout un algorithme, donc une espèce de formule mathématique qui permet de gérer, enfin qui définit ce que c'est que cette crypto. Ça c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais essayer de faire ça le plus simple possible. L'idée, c'est que par exemple le Bitcoin, on va dire que c'est le Bitcoin, vous pouvez vous le représenter avec une sorte d'équation. Donc c'est une équation, donc une formule mathématique vraiment complexe, avec un nombre défini de solutions. C'est-à-dire que si vous avez fait un peu de maths un tout petit peu avancé, vous savez que vous pouvez avoir des équations avec de multiples solutions. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément une solution à un problème mathématique, vous pouvez avoir plusieurs solutions. Et ben, dans le cas du Bitcoin, cette formule a un nombre défini de solutions. C'est un grand nombre de solutions, il me semble que c'est quelques millions. Je me prends une amende parce que je passe au feu rouge, mais je peux rien, moi le feu rouge il dure 2 secondes. Donc le Bitcoin a un nombre défini de solutions qui sont de plus en plus complexes. C'est-à-dire que la première solution était assez facile à trouver, mais plus vous trouvez de solutions, et plus celles qui restent, en fait, elles sont difficiles à chercher. Elles sont difficiles à trouver. Et ce qui se passe, c'est que le minage de Bitcoin, c'est ça, c'est utiliser la puissance d'un processeur, ou d'une puce, ou quoi que ce soit, pour essayer de trouver la solution qui reste. Et c'est pour ça qu'on dit miner du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va, en gros, votre PC
ou votre ordinateur de minage, que ce soit en utilisant une carte graphique, votre processeur ou quoi que ce soit, il va essayer de résoudre cette équation-là, solution par solution. Donc il va se dire, bon, je vais essayer cette solution, est-ce que ça marche? Il va essayer de résoudre cette équation. Le problème, c'est que plus ça avance, comme je vous l'ai dit, plus c'est complexe, donc plus ça met du temps, et plus ça demande de la puissance de calcul. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez des fermes, en fait, à Bitcoin, c'est-à-dire que vous avez... l'idée, c'est que le premier qui trouve la solution, c'est tout connecté, parce que ça utilise le blockchain, c'est tout connecté à un même blockchain, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui trouve la solution. Donc on sait à qui appartient le droit d'avoir la solution, appartient le droit d'avoir le Bitcoin, parce que un Bitcoin, c'est donc une solution. À cause du blockchain, on sait à qui appartient le nouveau Bitcoin, et donc tout le monde, toutes les personnes qui sont en train de miner sont en train d'essayer différentes solutions à leur niveau pour trouver la bonne. Donc en gros, c'est une loterie le truc. Et plus vous avez de puissance de calcul, plus vous pouvez essayer de solutions en même temps ou rapidement, et donc plus vous avez de chances d'être entre guillemets tiré au sort pour la résolution de cette équation, enfin de cette solution. Du coup, c'est pour ça que vous avez des énormes fermes à Bitcoin avec des rangées et des rangées de cartes graphiques. Alors, ce qui est complètement con, parce que la façon dont est conçue cette équation mathématique, c'est difficile de la résoudre avec un processeur entre guillemets normal, et il vous faut des processeurs spécialisés. C'est pour ça que vous avez des processeurs, vous avez des PC de minage qui ont des processeurs bien spécifiques. Donc des processeurs, il y a plusieurs technologies, mais il y en a une des technologies, c'est la technologie ASCII, donc ASCII, qui va, en fait, c'est une façon de gérer les informations très différentes des processeurs que nous on utilise dans notre PC, et donc ça permet d'avoir avec une puissance de calcul bien plus élevée pour ce type spécifique d'opération. Et alors si vous changez le problème, c'est que chaque crypto-monnaie a son propre algorithme, donc des fois ça n'utilise pas du tout la même base mathématique, et donc votre PC, vous allez avoir des PC qui sont spécifiques pour le Bitcoin, vous allez avoir des processeurs qui sont spécifiques pour le Bitcoin, vous allez avoir des processeurs de minage spécifiques pour l'Ethereum, vous allez avoir des processeurs de minage qui sont spécifiques pour des types de monnaies. Donc c'est vraiment très violent, ça coûte très cher, mais ça vous permet de miner bien plus efficacement que d'aligner des rangées de RTX 3090. Mais parce que ça coûte très cher et que c'est pas évident, bah les gens ils achètent des RTX 90 et puis 3090 ils les alignent, ils font n'importe quoi, ils laissent tourner ça tout le temps. Donc c'est vraiment de la puissance brute de calcul. Et c'est pour ça que ceux qui ont des plus grosses fermes ont plus de chances d'avoir un Bitcoin. Donc si vous essayez de miner un Bitcoin maintenant avec votre PC, faut vous faire l'idée que c'est quasiment impossible que vous ayez un Bitcoin un jour. Juste dépenser de l'énergie. C'est pas impossible, mais les probabilités sont tellement faibles que c'est vraiment quasiment du domaine de l'impossible. Et donc, c'est la particularité aussi du Bitcoin, c'est qu'il y a un nombre fini de solutions. C'est pour ça que la valeur explose, c'est qu'on sait exactement, par rapport aussi à la difficulté de calcul, qui est connu en fait. On sait que plus ça avance, plus on arrive sur sur les dernières résolutions, sur les dernières solutions, et donc sur les derniers bitcoins minables, plus ça va mettre du temps à être calculé, mais ça c'est pareil, vu que c'est tout basé sur les mathématiques, c'est possible de savoir exactement à peu près quand on va y arriver, et il me semble que c'est dans une dizaine d'années où ça va devenir... même pas si c'est une dizaine d'années ou quelques années, mais on sait que voilà, le Bitcoin, au bout d'un moment, tous les Bitcoins
seront minés et il sera impossible d'avoir un nouveau Bitcoin. Donc après, ce sera que purement de l'échange. Et donc, une partie de la valeur du Bitcoin vient en fait de sa consommation énergétique, mais aussi de sa rareté. C'est-à-dire que plus ça devient difficile de miner un Bitcoin, et plus le Bitcoin va coûter cher, parce que c'est en rapport avec la difficulté. Mais aussi, plus ça va, et plus ces nouveaux Bitcoins deviennent rares, donc plus leur valeur augmente. C'est pour ça que la valeur du Bitcoin a eu tendance à exploser, et ça a été renforcé encore plus par le fait que beaucoup de gens y ont vu comme une espèce de ruée vers l'or, et une valeur qui augmentait, et donc c'est pour ça que c'est monté très très vite jusqu'à 60 000 et quelques dollars, et que c'est redescendu presque aussi vite, parce qu'en fait les gens ils ont réalisé que bah ouais, mais c'est que de la spéculation. À ce niveau-là, il y a une valeur de base, donc on va dire les 15 000 dollars c'est la valeur de base, et 60 000 dollars c'est complètement de la spéculation, et il n'y a aucun soutien à cette valeur-là. Donc c'est pour ça que ça se casse la gueule très très rapidement. Plus ça va aller dans le temps, et plus ça va devenir comment, avoir une valeur élevée naturelle, mais au bout d'un moment, ce sera fini, quoi. Après, ça aura une valeur stable. Une fois qu'il y en aura plus, ça aura une valeur stable, parce qu'il y aura plus de raison d'essayer d'en avoir un peu. Parce que la raison pour laquelle la valeur augmente maintenant, c'est parce qu'il est encore possible de miner du Bitcoin. Mais une fois que le minage est fini, il n'y a plus de raison pour la valeur d'augmenter. Parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir de nouveau. Parce que là, en gros, ça augmente parce que voilà, le chanceux qui a réussi à miner son Bitcoin, eh ben, il se retrouve riche d'une quarantaine de milliers de dollars. Donc c'est pas dégueu. Ça vaut son petit investissement de RTX 3090. A priori. C'est pas sûr. Mais bon. Donc ça, c'est la particularité du Bitcoin. Pourquoi l'Ethereum a une valeur beaucoup plus basse? En fait, l'Ethereum, dans son algorithme à lui, il y a un nombre de solutions infinies. C'est-à-dire que c'est minable à l'infini. Ça va peut-être... La difficulté va sûrement augmenter au fur et à mesure. Mais comme c'est minable à l'infini, qu'il y aura toujours des solutions, bah, en gros, la valeur va jamais exploser, en fait. C'est tout simple, la valeur ne va jamais faire comme le Bitcoin, ça va jamais monter pour le simple effet et pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de rareté. Il n'y a pas de, comme les Anglais appellent, de scarcity. Donc il n'y a pas de rareté au niveau de l'Ethereum. Donc ça n'atteindra jamais des milliers et des milliers de dollars. Ça a une certaine valeur. Si les gens l'utilisent, plus les gens l'utiliseront, plus il y aura une valeur. Mais ça ne sera... Plus de gens veulent l'acheter, plus il y aura de valeur. Plus il y aura d'échanges, plus il y aura de valeur. Mais ça va rester... Ça restera comme une monnaie... comme une monnaie traditionnelle. C'est-à-dire que votre dollar, votre euro, ils ont une certaine valeur. S'ils en impriment un peu plus, bah, la valeur a tendance à descendre. Et s'ils ont tendance à l'utiliser pour plus de choses, bah, ça a tendance à monter. Donc au final, ça s'équilibre. Donc en gros, les crypto-monnaies, c'est ça. C'est un système de minage, donc un système de création de valeur. Donc le minage de crypto, c'est-à-dire que vous créez de la valeur parce que vous ajoutez, vous développez le problème mathématique et vous ajoutez une solution, donc vous venez de créer une certaine valeur. Et ça utilise la blockchain pour enregistrer donc ces valeurs et savoir à qui elles appartiennent et compagnie, et compagnie, et compagnie. Donc, à ce niveau-là, à la limite, il y a une certaine utilité à la crypto, c'est que ça peut être une alternative pour le paiement, ça peut être une manière alternative de contrôler de l'argent, et c'est surtout que c'est une manière, c'est un système de paiement qui est en dehors des banques centrales. Ça, c'est très important, c'est un système de paiement qui est transparent, régulé, mais aussi en dehors de... Enfin, c'est autorégulé, mais en dehors de toute régulation externe, pour l'instant. C'est-à-dire que la banque centrale peut
imprimer de l'argent. Donc la banque centrale de chaque pays, la banque centrale de chaque pays, la banque centrale européenne ou la Fed aux États-Unis. Donc eux, ils peuvent imprimer de l'argent, ils peuvent changer des taux, ils peuvent influencer en fait la valeur de leur monnaie. Alors que les cryptos, non, c'est purement influencé par le marché. Donc à ce niveau-là, c'est quand même assez différent. Et c'est pour ça que beaucoup de pays aimeraient bien réguler le truc et que beaucoup d'anarchistes et de gens anti-système ne jurent que par la crypto parce que ça leur permet de se sentir un peu plus libre et hors du système, hors du contrôle du système. Voilà, ça c'est la petite aparté. Je vais boire un petit coup avant d'attaquer l'autre gros morceau qui sont les NFT qui sont une bonne rigolade. Donc, on a vu ce que c'était que la blockchain, on a vu ce que c'était que les cryptos. Maintenant, il nous reste le dernier truc en date très très fun qui sont les NFT. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Donc, ça se traduit par un jeton un jeton qui ne peut pas être contrefait. En gros, la traduction de NFT, c'est ça. Jeton qui ne peut pas être contrefait. Un jeton. Alors pourquoi un jeton? Parce que, en fait, en gros, le jeton dans ce style-là, c'est un titre de possession. À quoi servent les NFT? Les NFT ont été créés pour essayer de légitimer une possession virtuelle. Je répète, ça a été créé pour essayer de légitimer ou de légitimiser une possession virtuelle. C'est-à-dire que c'est visible avec leurs images à la con là, de singes débiles. En gros, ça veut dire que ouais, j'achète cette image, je suis le NFT, c'est le petit blockchain qui va dire, associé à cette image, qui va dire je suis le possesseur, le véritable possesseur de cette image. Alors attention, ça implique beaucoup de choses et il faut vraiment lire dans les toutes petites lignes qui sont associées à chaque service de NFT parce que le plus souvent vous allez vous faire avoir. Le plus souvent, le NFT, donc ce blockchain, est utilisé pour légitimiser ou légitimer, je vais dire les deux parce que je ne sais plus comment on dit en français. Je sais qu'il y en a un c'est de l'anglais et que l'autre c'est sûrement du français. Donc c'est utilisé pour légitimiser ou légitimer votre achat. Mais ça ne veut surtout pas dire que vous êtes auteur des droits d'exploitation ou auteur direct des droits de cette photo. C'est-à-dire, en gros, ou de cette photo, ou de peu importe ce que vous possédez ou ce que vous avez acheté avec un NFT. En gros, c'est juste un blockchain qui dit oui, vous avez acheté cette image. Donc l'acheteur officiel de c'est ça en fait, l'acheteur officiel de cette image, c'est vous. Est-ce que vous êtes le propriétaire de cette image ou est-ce que vous êtes le locataire de cette image? À qui cette image revient de droit? C'est ça où il faut vraiment lire les petites lignes et le plus souvent, quand vous regardez, en fait, vous n'êtes que le locataire des droits de l'image. En gros, vous achetez le droit d'utiliser l'image ou d'utiliser le truc virtuel, l'élément, enfin l'objet virtuel que vous avez, qui est associé à la NFT. Vous avez le droit d'utiliser
cet objet virtuel et de revendre ce droit d'utilisation à quelqu'un d'autre, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. Comprenez un peu la différence? C'est là où il faut faire très attention, parce que ça commence à s'appliquer aux jeux vidéo, en fait. Là, on est encore sur les exemples de singes à la con. Et en fait, cette valeur, la valeur de ce NFT n'est définie que par celui qui la vend. Parce qu'un NFT, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de mécanisme d'ajout de valeur. Un NFT, c'est juste un blockchain, c'est juste un nom donné au blockchain, donc un nom donné au registre qui en fait liste les locataires et la valeur à laquelle ils associent l'objet virtuel. Donc faut vraiment comprendre ça, en fait, c'est que je crée une image à laquelle j'associe je crée une image. Donc disons, allez, ce matin ou demain matin, je prends une photo de moi, j'en fais du pixel art et j'associe un NFT avec. Quelle est sa valeur? Quelle est sa vraie valeur? Une. Pourquoi? Parce que ça n'a de valeur que si quelqu'un en veut. Quelque chose n'a de valeur que s'il y a une demande. Si personne n'en veut, il n'y a pas de valeur. On est d'accord. Vous pouvez mettre un prix à quelque chose, mais il n'y a pas de valeur. Une valeur et un prix sont deux choses vraiment différentes. Il faut faire bien attention à ça. Vous pouvez mettre un prix. Je peux mettre un prix, je peux dire, allez, ce NFT, donc ce pixel art de ma tronche que j'ai fait demain matin, que je ferai demain matin, je vais mettre un prix de 100 € dessus. Est-ce que ça a une valeur de 100 €? Non. Si personne n'en veut, ça n'a aucune valeur. Si tout le monde le veut, je peux faire monter la valeur. Il y a de la valeur. Mais si personne n'en veut, pas de valeur. Mais je peux quand même mettre un prix de 100 € dessus. Et après, il faut que je trouve un pigeon à qui je vais pouvoir le vendre 100 €. Et bon, a priori, c'est assez facile à trouver parce que les gens comprennent pas en fait que NFT, il n'y a pas de valeur. Et donc, en gros, le pigeon, il va m'acheter ça 100 €. Mais il n'y a toujours aucune valeur dessus. Donc, le prix est de 100 €. Mais si, par exemple, j'arrive, je fais, il essaye de le revendre pendant 6 mois, il n'y arrive pas. Il revient me voir et fait, ouais, j'arrive pas à le revendre, est-ce que tu me le reprends? Je fais, ouais, je le reprends 1 €. Ben non, c'est 100 €. Bah non, il n'y a pas de valeur, personne n'en veut. Donc, moi, je suis gentil, je te donne 1 €. Et donc, je récupère le NFT. Il n'y a toujours pas de valeur, ce NFT. Mais son nouveau prix, c'est 1 €. Et après, j'attends 2 semaines et je retrouve un autre pigeon auquel je vais le vendre 200 €. Voilà. Et en fait, je ne vends même pas... Je vends un objet virtuel, donc je ne vends pas l'objet en lui-même, je vends sa location, c'est-à-dire je vends le droit de l'utiliser. Mais je vends pas l'objet virtuel. Si je mets ça en petites écritures derrière, je peux dire que non, l'objet virtuel de toute façon il m'appartient, mais je te donne le droit de l'utiliser pour la valeur auquel tu as payé le NFT. Et donc, si quelqu'un d'autre l'utilise, c'est ça qui est très drôle en fait. C'est que ouais, je la mets en photo de profil Twitter. Allez, vas-y. Je mets ce NFT là en photo de profil Twitter. Rien n'empêche quelqu'un d'autre de prendre un screenshot, de faire un petit découpage et d'utiliser la même image en profil Twitter. Bah, il a pas la NFT, bah ouais. Mais t'as jamais téléchargé de film, toi? T'as jamais rien fait comme ça? Donc en gros, ouais, c'est pas cool, il y a quelqu'un qui utilise mon NFT. Ouais, mais tu peux rien faire. Parce que c'est comme ça, c'est virtuel, tu peux rien faire. La crypto, elle va dans un porte-monnaie. Le porte-monnaie, quand il y a un échange, on peut pas copier un bitcoin.
Mais un NFT, ça se copie parce que c'est juste un objet virtuel. Ça se copie très, très facilement, un objet virtuel. Donc, j'espère qu'on commence un peu à comprendre le système. Que le NFT, en fait, il n'y a pas de valeur. Et c'est ça qui est très drôle, parce que quand vous regardez sur les talk shows américains ou les machins, ou quand les mecs, ils sont super contents, ils font « Ah, t'as vu, j'ai dépensé 100 000 $ pour acheter mon singe, mon dessin de singe qui fume, là. 100 000 $. Donc, en fait, tu t'es fait plumer de 100 000 $, parce que personne n'en veut de ton singe. Personne n'en veut de ton singe. Alors, peut-être que tu arriveras à trouver un con qui va se dire « Ah, mais c'est le singe de... c'est le singe... c'est le singe de X ou Y, je veux bien, je vais donner 105 000 $ pour l'avoir, je vais donner 100 000 $ pour l'avoir aussi. » En fait, il n'y a pas de valeur. Le prix, c'est celui qui est acceptable par celui qui s'est fait plumer en premier lieu. Donc, c'est pour ça que je comprends pas que les gens imaginent que le NFT, c'est le prochain gros truc. Non, ça utilise du blockchain pour vous dire que vous êtes en fumée, mais c'est tout. Il n'y a aucune valeur. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, ouais, mais la crypto, ça utilise le blockchain. Donc, si je fais des NFT, donc si j'associe un blockchain à mon produit digital, forcément, il y a de la valeur. Mais non, parce que vous n'avez pas créé de valeur. Comme je vous l'ai dit, la crypto, il y a un élément qui crée de la valeur, c'est l'algorithme derrière, c'est l'algorithme de la crypto. Et parce que chaque algorithme est différent, pour chaque crypto-monnaie, c'est pour ça que les crypto-monnaies ont une valeur différente. C'est tout. Mais NFT n'a aucune valeur intrinsèque. Parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a aucun moyen de définir de la valeur. C'est comme un tableau, hein. C'est comme un tableau. Sauf qu'un tableau, c'est pas facile de le copier. À la limite, un tableau, vous avez vraiment... La différence entre un NFT et un tableau, on va dire, parlons des images, hein, la différence entre un NFT et un tableau, c'est qu'un tableau, il n'y en a qu'une seule copie, c'est vous qui l'avez. Vous pouvez avoir un poster d'un tableau, mais tout le monde le sait que c'est un poster. Par contre, l'original, vous l'avez. Votre NFT, c'est pas l'original. Vous n'avez pas le fichier, vous n'avez pas récupéré le fichier Photoshop sur lequel il a fait le truc. Non, non, non. Vous n'avez jamais récupéré un original, vous avez juste récupéré une copie digitale dont vous avez le droit d'utilisation. Vous avez loué le droit d'utilisation de la copie digitale du truc comme ça. Donc il n'y a aucune valeur parce que vous ne possédez rien en fait. Alors qu'un vrai tableau, vous possédez le vrai tableau. Mais pareil, un tableau n'a pas forcément de valeur. Il n'a de valeur qu'aux yeux de celui qui l'achète. Et suivant qui vous êtes. C'est-à-dire que un tableau d'un peintre inconnu, il a aucune valeur. Il a autant de le tableau d'un peintre inconnu, il a autant de valeur que le poster de ce tableau-là. C'est-à-dire une valeur matérielle de base. C'est-à-dire vraiment c'est un tableau. Tu as utilisé un peu de bois, un peu de toile. Je te paye 15 balles pour l'avoir. C'est la valeur du tableau. Par contre, un tableau d'un peintre plus connu, il y a énormément de valeur. Pourquoi? Parce que plus le peintre est connu, plus il y a de la demande. Et comme le tableau est une pièce unique, cette demande va donc augmenter la valeur du tableau. Alors vous avez un tableau de Van Gogh, et ça coûte ce que ça coûte parce qu'il y a seulement un certain nombre de ces tableaux et chaque tableau est unique et le mec est ultra connu et plus ça va aller, plus ça va coûter cher parce que plus ça va aller et plus les gens en veulent et plus les gens sont prêts à payer plus. Donc voilà, ça augmente. Après c'est comme ça quoi, c'est du capitalisme de base. Donc plus il y a de la demande et plus la valeur augmente. Par contre, le poster du tableau de Van Gogh, il coûte rien. Il coûte le prix que vous l'avez payé, mais sa valeur est 0. La valeur du poster du tableau de Van Gogh, elle est de 0.
son prix est peut-être de 15 € parce que c'est le prix auquel vous avez acheté le poster, mais la valeur du poster, elle est nulle. Il n'y a aucune valeur. Parce que ils en impriment tous les jours déjà, que c'est qu'un poster, on s'en fout. Donc vous comprenez, et en fait le problème c'est que les NFT c'est la même chose, sauf que il n'y a pas de rareté parce que certes le NFT, le blockchain dit que c'est vous qui avez fait la transaction, il n'y a toujours pas de valeur parce que vous n'avez pas l'original. Si le mec a envie de vous enfumer et qui recrée un NFT avec la même image, le créateur, bah vous vous retrouvez avec deux trucs identiques, mais qui ont deux blockchains différents, deux NFT différents. Donc vous faites enfumer. Et alors, tout ça, maintenant, ça arrive dans le jeu vidéo. On voit de plus en plus de jeux vidéo. Il y a même... il y a eu un gros pushback contre Ubisoft, hein, qui ont essayé de faire un projet NFT, où là c'est encore plus con. C'est vraiment encore plus con. Si on va prendre un projet, un jeu Ubisoft, donc un jeu comme... un jeu de FPS Ubisoft basique, ou je sais plus trop sur quoi ils voulaient faire ça. Si, ils voulaient faire ça sur Ghost Recon. Donc sur Ghost Recon, qui est un jeu de tir. En gros, l'idée, c'était de créer des skins uniques et de les associer, des skins d'armes uniques et de les associer à des NFT. Ce qu'il faut comprendre, à deux niveaux déjà, c'est que dans un premier temps, vos jeux vidéo, vous avez déjà lu les conditions, les conditions d'utilisation? Est-ce que vous avez déjà lu les conditions d'utilisation d'un jeu? Parce que si vous les avez lus, vous aurez donc réalisé depuis quelque temps déjà que vous ne possédez pas les droits du jeu. Vous possédez les droits d'utilisation du jeu. C'est-à-dire que vous avez acheté les droits d'utiliser le jeu vidéo. De jouer, vous avez acheté le droit de jouer au jeu vidéo. Vous n'avez pas acheté le jeu. Le jeu que vous avez acheté ne vous appartient pas. Le droit d'y jouer vous appartient, mais pas le jeu. Attention à ça. Et ça, c'est pour tous les jeux. C'est-à-dire que le jour où votre jeu, il est retiré de Steam, genre complètement, et que vous pouvez plus le télécharger, bah, vous pouvez rien faire parce que ça fait partie des conditions d'utilisation. C'est que pour X ou Y raison, le développeur ou l'éditeur peut retirer son jeu. Et ils en ont rien à faire de si vous voulez y jouer ou pas. C'est pas leur problème. Parce que vous avez payé seulement pour le droit d'utilisation du jeu. Et c'est pour ça que les boutiques en ligne fonctionnent. Très bien, parce qu'en fait, il n'a jamais été question d'avoir les droits de posséder le jeu. Et même quand vous aviez un jeu un jeu matériel, c'est-à-dire le disque ou la cassette ou quoi que ce soit, la cartouche du jeu, le disque ou la boîte ou quoi que ce soit, c'est pareil, vous ne possédez pas le jeu, vous possédez le droit d'utilisation de cette version-là du jeu. C'est-à-dire que, techniquement, l'éditeur pourrait, sur ordre de justice, venir récupérer le jeu. Si vraiment il le voulait. C'est-à-dire que si demain, tel ou tel jeu est banni par le gouvernement pour X ou Y raison, bah, ils peuvent venir vous confisquer le jeu en fait. Le jeu ne vous appartient pas. Même en achetant un disque, vous achetez le droit d'utiliser le disque. Vous achetez pas le disque. Et bon. Et en fait, quand vous allez revendre votre jeu ou en acheter un d'occasion, vous revendez votre droit d'utilisation. Tout simplement. Donc,
dans les deux cas, on ne parle seulement que de droit d'utilisation. Donc avoir des NFT dans un jeu, c'est-à-dire que de toute façon, ce qui est en jeu, enfin, le jeu de base ne vous appartient pas, et on voudrait vous faire croire que vous achetez que vous possédez quelque chose à l'intérieur d'un jeu qui ne vous appartient pas. Mais c'est complètement con. Non seulement c'est complètement con, mais en plus de ça, quand vous regardez bien les machins, c'est que non, c'est encore une fois exactement la même chose. Vous possédez le droit, d'utiliser le skin de votre arme. Oups. Vous possédez le droit d'utiliser le skin unique de votre arme, mais c'est tout. Vous ne possédez pas le skin dans le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire à Ubisoft la prochaine fois. Enfin, vous pouvez pas aller un jour à dire à Ubisoft, bah, c'est bon, j'arrête de jouer, mais j'ai pas envie que mon skin soit revendu, donc vous l'enlevez du jeu, s'il vous plaît. Non, non, ils en ont rien à foutre. C'est pas à vous. Ça reste à eux. Donc vous ne possédez que le droit d'utilisation du skin. Et alors, à quoi ça leur sert? Parce que bon, on peut imaginer... Ce qu'on peut imaginer, c'est que, voilà, certes, vous possédez le droit d'utilisation du skin, mais en quoi c'est profitable à des gens comme Ubisoft et tout? Parce que eux, une fois qu'ils l'ont vendu une fois, c'est vrai que les skins s'échangent, ils font plus de sous. Bah si, parce que la façon dont ça va marcher, c'est très simple. C'est que non seulement ils vont faire de l'argent quand ils vont vous vendre le skin, mais derrière, à chaque fois que vous essayez de l'échanger, ce skin, ils vont prendre une part de... Ils vont forcément prendre une petite part dessus. C'est comme ça que ça marche. Je sais pas comment je suis en train d'essayer de me garer ma remorque là, mais... Donc c'est exactement ça en fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez essayer de revendre, à chaque fois qu'il va y avoir une transaction, bah, ils vont prendre une petite part de la transaction. Les frais de transaction, ça s'appelle. Et donc, l'idée en fait, c'est ils essayent de vous vendre du rêve, dans le sens... ouais, attendez, c'est unique et tout, c'est génial, vous allez pouvoir avoir votre skin à vous, vous allez pouvoir revendre sur le marché qu'on a mis en place à l'intérieur du jeu, qui nous appartient et auquel on ajoute les lois que l'on veut, et on prend pas grand chose, on prend que 10%, hein. C'est pas grand chose, on est correct, hein. Ça vous permet, vous, de racheter d'autres skins si vous voulez. Et Steam fait déjà ça depuis longtemps, hein. Si vous regardez les comment... Si vous regardez les jeux comme Counter-Strike ou quoi que ce soit, bah, Steam, ça fait déjà un paquet de temps qu'ils font ça. Il y a des skins hein, sur Counter-Strike depuis des années. Ça n'a jamais été appelé des NFT, mais c'est le même truc. Diablo 3, sa sortie, il y avait une boutique d'items. Bah, en gros, c'était ça, c'était des NFT. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont arrêté la boutique? Bah, tout le monde a perdu la valeur de tout, parce que tu pouvais plus rien vendre. Tout ce que tu avais acheté qui avait une valeur à tes yeux n'avait plus de valeur du tout en 2 secondes, parce que tout simplement, ils avaient tout revendu. Enfin, ils avaient arrêté le système. Donc c'est pour vous dire que les NFT dans les jeux, c'est pas nouveau. Ça, les trucs cosmétiques, c'est ça. C'est des NFT dans les jeux vidéo. Mais là, on essaye de vous vendre NFT parce que c'est le mot cool qui fait que comment ça attire les cons et que ça crée une valeur fictive. Dommage, pas grave. Ça crée une valeur fictive qui ne sert pas à grand chose, enfin qui ne sert à rien, et c'est juste pour plumer les cons et pour essayer de créer un marché fictif dans lequel ils espèrent toucher un peu pour les frais de transaction, simplement.
Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Enfin, une petite. C'est pas mal ça. On va aller là. Pas grand chose. La marchandise a été chargée. Parfait. Donc le NFT, c'est vraiment ça. C'est vraiment le système pour vous plumer. C'est vraiment un système qui est prévu pour essayer de vous faire croire que ce que vous avez a de la valeur alors que ça en a aucune. Ça existe depuis longtemps, comme je vous dis, hein, entre Counter-Strike, enfin Steam, ça fait un paquet de temps que il y a ça. C'est comme, vous savez, les cartes de jeu que vous allez vous choper sur Steam et qui ont que vous pouvez revendre sur le marché pour créer des badges et tout. Bah, ça, c'est un peu des NFT en fait. Sur le principe, c'est exactement ça. Ce sont des NFT parce que vous pouvez les revendre. Il y a de valeur. La valeur est dictée par le nombre de personnes qui veulent en acheter ou veulent en vendre. Et votre badge derrière, en fait, il a aucune valeur. Il a une valeur sentimentale, mais c'est marchande, aucune. Mais bon, et vous faites ça parce que vous êtes content d'afficher votre badge sur votre profil et tout. Mais c'est tout. Donc, Steam, à ce niveau-là, ils ont réussi, pas un coup de maître, mais ils ont réussi le fait de vous vendre des NFT sans dire que c'est des NFT. Le problème, c'est que maintenant, les éditeurs, les développeurs, ils utilisent le terme NFT pour essayer de justifier le fait que ce soit cool. Parce que, en fait, si tu prends pas ça sur des NFT, il n'y a personne qui en achète. Genre, bah... Ouais, alors, soit tu utilises t'as le choix, c'est soit tu utilises les skins génériques fournis avec le jeu, soit t'achètes des skins spéciaux que tu sois content. Alors, sur des jeux comme Counter-Strike, à la limite, parce que c'est des jeux où des gens passent des années dessus, littéralement des années dessus, mais sur un jeu comme Ghost Recon, qui a déjà pas bien marché à la base, sur un jeu comme Ghost Recon, tout le monde s'en fout du skin de son flingue. Mais non, c'est un NFT, donc ça a de la valeur. Bah non, ça a aucune valeur. C'est pas parce que tu mets un NFT devant que ça a de la valeur. Donc faites très attention, c'est pour ça que on voit plus en plus, et maintenant il y a même des projets de jeux basés sur des NFT. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous faire, c'est dès que vous voyez NFT, fuyez. Parce que la façon dont les éditeurs utilisent les NFT maintenant, c'est simplement pour vous plumer. C'est simplement pour que vous achetiez quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est un scam en fait. Les NFT, là en l'occurrence, ce sont des vrais scams. Parce que ils utilisent un terme qui va essayer de vous faire croire qu'il y a une valeur alors qu'il n'y en a aucune. Donc, NFT, évitez à tout prix. Les crypto-monnaies, faites ce que vous voulez. Il y a de la vraie valeur dedans, mais c'est très risqué. C'est très très risqué parce que ça fluctue énormément. Donc, faites attention. Mais les cryptos, il y a de la vraie valeur dedans. Par contre, les NFT, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est ce qui me fait... Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand vous voyez des célébrités ou des influenceurs qui gloussent un peu sur leurs médias sociaux pour dire « Ah, regardez, j'ai chopé ce NFT ». Alors déjà, l'afficher à tout le monde, ça veut dire que tout le monde peut te le piquer. Donc c'est très con. Et en plus de ça, tu viens juste de montrer à la planète entière que t'étais le plus gros des pigeons et que tout l'argent que tu as dépensé, tu l'as perdu parce que personne ne va t'acheter ce NFT là au prix où tu l'as acheté, à moins d'être un aussi gros pigeon que toi, mais dans ce cas là j'ai envie de dire il le mérite.
Donc vraiment, voilà, fuyez les NFT comme la peste. Si j'espère que vous avez compris quelque chose de ce podcast, c'est vraiment que les NFT c'est horrible et que tous les projets, je vous le dis, je vais faire un peu l'oracle, mais je vous le dis comme ça, tous les projets de jeux vidéo basés sur le NFT qui existent ou qui sont à venir sont voués à l'échec. Et il me semble même que Steam bannit les jeux basés sur les NFT. Il me semble que j'ai vu passer ça il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait des jeux qui commençaient à essayer de se mettre sur des NFT dans Steam et qui ont été virés du magasin. Et maintenant, il me semble que Steam a une police de zéro NFT. Alors, bon, c'est un peu hypocrite parce que il y a quand même les cartes, il y a quand même dans les jeux, vous pouvez quand même avoir des éléments, des items que vous pouvez changer. Genre, PUBG, c'est pareil. Vous dans les coffres, en fait, les trucs de cosmétiques qui peuvent se revendre sur le marché Steam. Certains peuvent se revendre sur le marché Steam. Et parce qu'il y a une rareté, il y a une certaine valeur, mais il y a une rareté, mais il y a une valeur que pour ceux qui ont un attrait pour ça, enfin que pour ceux qui en veulent. Un peu comme le Bitcoin. En fait. C'est pour ça que je dis que la valeur de base du Bitcoin, c'est parce qu'il y a une rareté calculée, mais une grosse portion de la valeur du Bitcoin, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en acheter, qui spéculent. Mais sans spéculation, la valeur du Bitcoin est assez faible. Et elle va surtout plafonner au bout d'un moment. Plus vous spéculez, comme les gens... la spéculation, c'est que les gens achètent du Bitcoin en pensant que ça va augmenter. Donc ils spéculent, ils prévoient que ça augmente. Ils spéculent que la valeur du Bitcoin va augmenter, donc ils en achètent plus. Comme ils en achètent plus, il y a plus de demandes. Comme il y a plus de monde à essayer d'acheter du Bitcoin, il y a plus de demandes. Donc le prix augmente. Donc oui, la spéculation marche, parce que du coup, la spéculation marche très bien, parce que du coup, oui, la valeur augmente, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent en acheter. Mais au bout d'un moment, quand c'est trop cher et que personne ne veut acheter parce que c'est trop cher, bah ça se casse la gueule parce que plus personne ne veut en acheter. Donc les gens qui veulent, les gens qui en ont acheté les gens qui ont acheté un Bitcoin à 55 000. Bon, le marché augmente, ça remonte à 60. Mais sauf qu'à 60, il n'y a plus personne qui veut l'acheter. Donc le gars qui l'a acheté à 55 000, il va se dire, allez, je le vends à 59, je fais 4 000. Bon, ça se vend à 59, puis la valeur commence à redescendre. Le mec qui l'a acheté à 54, il dit, ouh, ça commence à redescendre, bon, je vais prendre 58, comme ça je fais aussi 4 000. Et du coup, ça commence à redescendre. Et puis ça descend, jusqu'à ce qu'il y a assez de monde qui ait pris peur. Et donc si ça descend à 15 000, c'est parce que t'as un mec qui l'a acheté à 14 000 et qui se dit quand c'était à 60 000, j'aurais dû le revendre quand c'était à 60 000. J'ai attendu, maintenant ça c'est en train de se casser la gueule, donc là c'est à 15 000, je l'ai acheté à 14, autant le vendre maintenant. C'est ça en fait, c'est ça le marché de la spéculation, c'est quand tout le monde en veut. Et donc ça va arriver, ça va rebondir parce que après quand ça va retomber à 15 000, à 10 000 et tout, là les gens vont se dire ah mais c'est pas cher en fait, donc autant que j'en achète maintenant. Même si ça... Par contre, ils vont avoir peur d'acheter parce que ça descend. Par contre, ceux qui sont habitués, c'est pour ça, ceux qui sont habitués à la bourse et qui sont prêts à prendre des risques, calculés, hein, toujours en bourse, il faut toujours prendre des risques calculés, c'est-à-dire que vous ne mettez pas tout votre argent sur une mise. Sinon, c'est dangereux. 2 secondes, je reviens. Hop, de retour. Donc oui... Ceux qui font de la bourse, donc ceux qui sont prêts à prendre des risques calculés, donc on met pas toute la mise sur une même... Vous ne mettez jamais tout votre argent sur un même coup, parce que ça c'est les idiots qui font ça et c'est ceux qui perdent tout. Mais si vous mettez 5% de votre
capital sur du Bitcoin, ben, vous pouvez vous dire, bon, à 15, je me mets à 15 000, même si ça redescend à 10 000, c'est pas grave, j'attends, il y a quand même de plus fortes chances que ça remonte, que ça continue de descendre jusqu'à que ça arrive à zéro, quoi. Donc, faut juste attendre. Le problème, c'est que quand tu mets toutes tes thunes en achetant du Bitcoin à 15 000 et que ça descend à 12 000, bah, tu l'as un peu mal parce que tu perds de l'argent, en fait. Tu te dis que tu perds de l'argent, donc peut-être que tu veux arrêter les frais, et donc tu revends tout, donc tu as perdu de l'argent, alors qu'en fait, il faudrait attendre. Mais bon, ceux qui font ça, en général, ils n'ont pas tout compris à la bourse, donc on peut pas penser qu'ils font les choses correctement, et en plus de ça, il y a l'effet émotionnel qui fait que quand vous avez l'impression de perdre de l'argent, vous allez prendre des décisions pas forcément rationnelles, mais des décisions basées sur l'émotion, donc voilà, bref. Mais il y a toujours cette valeur-là, il y a la valeur d'achat et de revente, il y a cette valeur-là. Le problème, c'est que votre skin de jeu vidéo, si plus personne, si ils te sortent, donc t'es content, t'as dépensé 500 balles en skin sur Ghost Recon, tu te dis c'est vachement bien, j'ai les skins les plus rares du jeu, j'ai dépensé 500, je suis content. Bon, le problème, c'est que c'est des skins rares et personne ne te les achète. Pas grave, je les garde. Comme ils sont rares, leur valeur est toujours là. D'accord? Mais bon, personne ne te les achète. T'attends un peu. Et là, tu commences à réaliser, mais tiens, c'est marrant, avant, on était beaucoup à jouer au jeu, maintenant, on est beaucoup moins à jouer au jeu, parce qu'il y a déjà il y a d'autres jeux qui sont sortis. Mais bon, c'est pas grave, j'ai toujours mes skins, je suis toujours content. Ouais. Ah, puis là, il y a Ubisoft, ouais, on a le prochain Ghost Recon est prévu pour l'année prochaine. Putain, ils peuvent doubler, les mecs. Qu'est-ce qu'il a fallu? Le prochain Ghost Recon est prévu pour l'année prochaine. Et là, tu te retrouves quand même à compte, tu vois, mais j'ai mis 500 balles de skin, là. Qui vont forcément pas être mis dans le prochain, parce que ce serait trop simple. Ah, non, ils vont... il y aura des nouveaux skins. Comme ça, tu pourras aussi payer pour les avoir. Parce que Ubisoft s'en fout, hein, que tes 500 balles de skins et que tu puisses pas les revendre. Eux, ils s'en foutent, hein. Ils te les ont vendus, donc ils sont contents. Mais donc, du coup, toi, tu te retrouves avec donc, ton truc de 500 balles, bah... Le prix que t'as mis, c'est 500 balles, mais la valeur, c'est 0, parce qu'il n'y a plus personne qui joue au jeu. Et le jour où ils arrêtent les serveurs, tu fais comment? Et tu peux même plus jouer au jeu. Comment tu fais? Le jour où il y a Windows 20 qui sort et que le jeu est plus compatible, les 500 balles, t'en fais quoi? Les 500 balles de skin, t'en fais quoi? Tu les as perdus. Donc c'est ça les NFT, c'est que... c'est bien, mais... ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, et puis c'est surtout que tu te fais plumer. De toute façon, tu te fais plumer. Parce que le but, au final, c'est que l'éditeur, il te vende un truc et qu'il récupère de la thune. Ce que t'en fais après, ils s'en foutent. Que tu sois content ou pas, ils s'en foutent aussi. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, et c'est pour ça que les NFT, c'est la plus grosse arnaque du moment. C'est tout. Je vois pas comment vous le dire autrement que comme ça. Les NFT, c'est vraiment la méga arnaque. C'est une pyramide de Ponzi. C'est tout, quoi. Ouais, si, il y a de la valeur, hein. Tu peux... si tu l'achètes, tu peux le revendre plus cher. Tu peux le revendre plus cher au pigeon qui veut te l'acheter plus cher, mais c'est tout. Donc c'est vraiment... c'est une arnaque. C'est la définition même d'une arnaque.
Mais parce que ça utilise le blockchain, et vous comprenez, c'est utilisé aussi sur le... Alors ça, c'est vraiment le coup marketing. Ça utilise le blockchain, c'est utiliser le Bitcoin, et le Bitcoin, c'est maintenant à 60 000 $, du Bitcoin. Alors bon, peut-être que ton NFT, un jour, il vaudra aussi 60 000 $. Donc vas-y, achète-le, ça coûte que 50 $ maintenant. Ah, trop bien, vas-y, j'achète. Et perdu. Tu t'es fait avoir de 50 balles. Donc, voilà, NFT, comme je vous le disais. De toute façon, les quelques joueurs intelligents qui sont assez vocaux sur les médias sociaux ont réussi à faire... Donc, c'était très drôle ce qui s'est passé avec Ubisoft, quand même. Ubisoft, ils sont arrivés, on fait ouais, on a notre projet machin là. Alors, c'est pas exactement des NFT, c'est tout comme, hein, mais on n'appelle pas ça des NFT. On va créer. Alors, j'ai bien compris. Ils ont essayé. Je sais plus s'ils ont essayé deux approches ou si je confonds avec une autre boîte. Mais en gros, il y en a une qui te disait on essaye des NFT. Et après, les mecs, ils ont fait non. Tous les gens, ils ont fait non, mais c'est de la merde ton truc. Casse-toi. Ils ont fait non, mais c'est pas exactement ça en fait. Non, c'est une crypto-monnaie. Et les mecs, ils ont fait non, mais casse-toi quand même. Ça sert à rien, les NFT, crypto-monnaie, même combat, cassez-vous. On veut pas de ça dans nos jeux. Et du coup, bah, ils tentent, hein, eux. Ils sont là pour faire de la thune, hein, aussi. Hein. Faut pas croire. Ils sont pas là pour vous amuser. Ils sont là pour faire de la thune et il se trouve que la façon dont ils font de la thune, c'est en vous vendant de l'amusement. Possible. Donc c'est pour ça qu'ils font des jeux. Mais le but premier de tout éditeur et développeur de jeux vidéo, c'est de faire de la thune. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. Ils font pas ça pour le plaisir. Au final, ils vous disent tout ce qu'ils veulent, hein, mais au final, faut quand même faire de la thune. Donc les gros éditeurs, ils ont vu le NFT, ils ont fait argent facile. Des skins, on en a déjà. C'est bien. Eh bah du coup, on va mettre un prix dessus, comme ça, ce sera... On met un prix dessus, on appelle ça des NFT. Et comme ça, on fait plus d'argent. Vous avez dit microtransactions, c'est pareil. Donc voilà. Et alors, logistiquement aussi, c'est très con, parce que... Combien de NFT tu veux créer? Tu fais, ouais, combien de skins de machin tu veux créer? Ouais, on a 850 000 skins. Ah, tu vas pas te demander à tes développeurs de créer des skins à tour de bras pendant 15 ans parce que machin. Bah non, complètement con. Les développeurs, au bout d'un moment, ils vont se barrer. Ils font, ouais, j'en ai marre de créer des skins pendant 3 ans. Là. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire des jeux. Donc, ton développeur que t'as calé à créer des skins, bah, il va en créer pendant 2 mois, puis après, il va se barrer de ta boîte parce que il en a marre. Hein. Lui, il est là à la base. Il croit encore au système, donc il a envie de faire des jeux vidéo, si tu veux. Mais il a pas envie de faire du skin de NFT. Donc bon. Tout ça pour dire que voilà. Fuyez les NFT comme la peste, parce que c'est à peu près la même chose. Et donc crypto, ouais, vous faites ce que vous voulez. Perso, j'aurais dû acheter du Bitcoin il y a 10 ans quand c'était à 3 centimes le Bitcoin. Là, j'aurais rigolé. Mais j'ai failli. Hein. Et je me suis dit, ah non, c'est un truc à la con. Dans un sens, j'avais pas trop tort. Mais j'aurais pu être très très riche. J'aurais pu être très très riche. Acheter pour 50 balles de Bitcoin quand le Bitcoin il était à 4 centimes. Ça fait quelques bitcoins. Ça fait quelques milliers de dollars maintenant. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? On peut pas revenir dans le passé, c'est tant pis. J'ai loupé le coche, j'ai été... Comme on dit, je l'ai joué safe.
Et je préfère l'avoir joué safe que d'avoir fait des bêtises. Je préfère l'avoir joué safe et perdu. Et j'ai même pas perdu en fait, j'ai rien perdu. Je l'ai joué safe, mais j'ai rien gagné. Que d'avoir risqué et d'avoir tout perdu. Et je vous garantis une chose, c'est que si vous achetez des NFT, vous perdez. Le moment où vous achetez un NFT, vous avez perdu. Aussi simple que ça. Vous vous sentez un peu philanthrope et vous voulez investir dans de l'art, achetez pas de NFT, achetez des vrais tableaux. Même de petits peintres. Même de petits peintres. À partir du moment où il est dans une galerie, alors si c'est votre pote Maurice qui a fait de la peinture gouache avec ses doigts sur une toile, bon, faut peut-être éviter de lui filer 50 balles quand même. Bon, vous pouvez lui lâcher une bière, mais lui filez pas 50 balles. Par contre, si vous allez dans une galerie d'art et que vous avez des peintures à quelques centaines d'euros, à la limite, oui, achetez-les. Si vous voulez vraiment investir dans de l'art, achetez de l'art physique. Parce que ça, au pire du pire, ça garde sa valeur. Au mieux, ça augmente. Il suffit d'avoir un peu de chance et quelques années, et la valeur peut augmenter. Donc art physique, oui. NFT, non. Tout simplement. Et on va finir ce podcast très rapidement. Déjà en grillant un stop comme un sac et en allant livrer notre petite cargaison. Voilà. Et donc ça va clôturer cet épisode pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Cette petite tirade sur la crypto, les NFT et sur les pirates. Les pirates. Les pirates d'Ubisoft. Ah, je sais pas, j'ai un truc contre Ubisoft en ce moment. Faut dire que ils inspirent pas confiance avec leurs décisions et leurs jeux là. C'est bête, hein, parce que il y a quelques années, Ubisoft, c'était vraiment un gage de qualité. Là, là, on est quand même loin de... je sais pas ce qu'ils font. Ils tentent des trucs, mais ils ont pas l'air de comprendre que... Enfin, ils ont pas l'air de prendre note des échecs. Hop, c'est ici. Voilà. Alors je vois rien, c'est trop blanc dans le rétro. Évidemment. Ça va jamais passer ça. Ouais, c'est bien ça. Hop. Tourne. Ah, presque. Hop. On va y arriver. On va y arriver. Désolé, j'ai besoin de me concentrer parce que je suis crevé. Hop, ça passe. C'est presque aligné. Cool. Voilà. On arrête le moteur. On décharge et on est content. Excellent en plus. Voilà. Donc ouais, dommage pour Ubisoft. Hein, Bref. Bref. Et du coup... c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cet épisode 2 du podcast. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé un petit peu, que vous avez appris des choses. C'est un peu mon but.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de sujets pour le prochain podcast, n'hésitez pas à me les partager aussi. Moi, je vous retrouve donc dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut!